Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est un Smart Impact spécial salon ProDurable que je vous propose aujourd'hui, partenariat, le salon se tient les 5 et 6 octobre au Palais des Congrès à Paris. Mon invité, c'est Nicolas Rouffet, le directeur industriel de Duralex, l'entreprise placée en redressement judiciaire a été reprise par ses 226 salariés. C'est sous une forme évidemment de société coopérative qu'ils font faire renaître ce verrier presque octogénaire. Dans notre débat, on parlera des enjeux de la CSRD. Vous commencez à la connaître, cette directive européenne sur le reporting extra-financier, 800 pages qui peuvent ressembler à un casse-tête, mais qui peuvent aussi se transformer en opportunités. Puis dans Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez l'Eco, c'est un éco-organisme qui veut moderniser la filière des emballages ménagers. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. Smart Impact spécial ProDurable. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Rouffet. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur industriel de Duralex, entreprise placée en redressement judiciaire en avril dernier, reprise par ses 226 salariés. 24 avril 2024 pour être précis, il y a 5 mois. Si on remonte un peu le temps, vous étiez dans quel état d'esprit ce jour-là ? Abattu ou déjà dans la perspective Non, abattu. Un petit peu un coup de massue. On savait que effectivement, les résultats n'étaient pas forcément là. L'année 2023 avait été particulièrement difficile. On n'était pas dans une grande forme. Les chiffres étaient bons, mais n'étaient pas suffisants, n'étaient pas suffisamment profitables. Ça a quand même été un coup de massue. Ouais. Voilà, on a eu un coup de massue. Après, il a fallu s'organiser, se dire voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être en redressement judiciaire ? Comment est-ce que tout va s'organiser ? Parce que là, vous avez un mandataire judiciaire, vous avez toute une équipe qui vient avec vous, qui vient travailler avec vous. C'est une nouvelle façon de travailler. Donc, on s'est mis dedans. Et puis... Et à quel moment vous dites on va reprendre l'entreprise ? Alors, c'est arrivé quelques semaines après, au courant du mois de mai, puisque en fait, finalement, on est l'objectif de cette mise en redressement judiciaire, c'était de reprendre l'entreprise. Il ne voulait pas liquider l'entreprise. Liquider Duralex, voilà, c'est quand même un fleuron de l'industrie française. C'est que cette usine soit reprise, cette marque, cette usine soit reprise. Donc, il y a des dossiers qui sont arrivés. Il y a des repreneurs qui sont arrivés, extérieurs, qui ont analysé, qui nous ont posé des questions, qui sont venus visiter. Et quand on a vu la plupart des dossiers où il allait y avoir de la casse sociale, il allait y avoir moins 50, moins 100 personnes, déjà, on se dit mince, non, c'est pas possible. Déjà, nous, à 226, on est juste. Pour Duralex, ça va être très compliqué. Et en plus de ça, voilà, d'avoir des gens qui disent mais pourquoi dans ces services-là, ces gens-là sont payés ce prix-là, ce sont que des petites mains, ils devraient être au SMIC. Et en fait, il y avait des attitudes, des choses, et on se disait mais en fait, ça va être encore un fonds ou encore des actionnaires qui vont prendre pour excusez-moi l'expression, mais dégraisser la bête et en profiter derrière. Et donc là, on s'est dit, non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a commencé, voilà, et il y a des syndicats qui étaient avec nous et qui ont dit, non, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on s'est dit, modèle scope. Donc le modèle scope, on rappelle en quelques mots comment ça marche, quoi. C'est une coopérative, c'est-à-dire que tous les salariés sont en quelque sorte actionnaires, propriétaires de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est pas 100% des salariés. On a fait un tour on a fait une réunion avec tous les salariés. On a présenté le modèle. On s'est fait aider. On s'est fait aider par des gens spécialisés dans les scopes. On a fait des réunions d'information. Et aujourd'hui, sur 226 salariés, il y a 138 salariés qui sont actionnaires. Il y a une partie qui sont contre, une partie qui se pose des questions, qui hésite et qui vont venir dans le temps quand les chiffres vont arriver, je pense. Mais voilà. Donc en fait, oui, il y a donc aujourd'hui 138 salariés qui sont pourront arriver en cours de route. Bien sûr. Oui. On va rouvrir au capital et on peut voilà. Alors il faut peut-être expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est impossible de faire des plus-values en revendant ses parts, c'est ça aussi l'un des principes de la. C'est pas de l'actionnariat. C'est pas de l'actionnariat comme on peut qu'on fait avec un PEA par exemple. Non, bien sûr. Si on a une part. Cette part, voilà, on a des droits de vote pendant les assemblées générales. C'est-à-dire que chacun des salariés actionnaires, qu'ils soient ouvriers dans tel ou tel service, ou qu'ils soient directeurs, ou qu'ils soient, on a tous le même droit de vote. Oui, c'est ça, une voix. C'est-à-dire que moi, je ne suis directeur, je n'ai pas 4 voix de plus que quelqu'un d'autre. J'ai une voix. Ça, c'est quand même très important et c'est très intéressant dans ce modèle-là.
Et alors, vous avez participé dans le cadre de ce salon Pro Durable à une table ronde où on va beaucoup parler bien-être des salariés. Ça devient quoi? Ça devient en quelque sorte la ligne directrice de Duralex. Je ne dis pas que ça ne l'était pas avant, mais le fait d'être organisé en scope, est-ce que ça a forcément un impact sur cet objectif? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est déjà convaincu, avant d'être en scope, convaincu que le bien-être des salariés, c'est un pilier de la réussite des entreprises, des organisations. Pour avoir des performances durables, pour atteindre des performances durables, il faut valoriser l'humain. Ça, c'est... Voilà. Et je pense qu'effectivement, le modèle scope accentue cette valorisation. Puisque, même si d'ores et déjà on demandait l'avis de chacun, même si déjà on travaillait avec chacun, là, les gens vont se sentir encore plus impliqués et ça va forcément, inévitablement, selon nous, augmenter du coup la performance de l'entreprise. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que le management va être différent? Alors, non. Aujourd'hui, on reste sur l'organisation telle qu'elle était avant, c'est-à-dire qu'il y a des services, des chefs de service, des directeurs, voilà, on reste sur la même organisation qu'avant. On a toujours, même avant le redressement judiciaire, prôné un management bienveillant. Enfin, bienveillant, on va dire un équilibre parfait entre la bienveillance et l'exigence. Voilà, on fait quand même un petit peu d'exigence pour avancer, mais c'est cet équilibre-là. Aujourd'hui, ça ne va pas changer. Néanmoins, comme il va y avoir des assemblées générales, comme il va y avoir... toutes les grandes décisions seront soumises à vote. Par exemple, on va acheter, j'en parlais tout à l'heure avec des personnes, sur, tiens, ça serait peut-être bien que vous vous diversifiez sur tel ou tel produit. Donc ça va nécessiter des investissements. Et ces investissements-là, ça peut être juste le directeur général et moi qui vont dire, bah, tiens, on va investir, on va dépenser 1 million d'euros comme ça. Non, il va être soumis à des votes. Donc effectivement, les gens vont être plus impliqués et le management, du coup, effectivement, je pense que ça va découler vers... peut-être plus d'écoute encore des salariés. Oui. Ouais. Les dettes, elles ont été apurées par le redressement judiciaire. En revanche, il y a des prêts bancaires. Est-ce que ça vous met une sorte de pression, ça? Oui, alors, dans ce que l'on a construit avec les banques, et on s'est fait aussi de la région, de la métropole, nous ne sommes endettés qu'à hauteur de 4 millions d'euros. Là où les dossiers concurrents étaient à presque 15 millions d'euros. Donc on endette la société que de c'est quand même beaucoup, 4 millions. Mais pour une entreprise qui fait en moyenne entre 30 et 35 millions d'euros, c'est raisonnable. Mais effectivement, ça met une pression, puisque aujourd'hui, il faut qu'on réussisse. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe si les prix de l'énergie se remettent à flamber? Parce que c'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons des difficultés. Oui, en 2022. Ouais. En 2022, quand les prix de l'énergie ont flambé, c'était très compliqué. Aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe si on... Alors aujourd'hui, si on repart, en fait, nous, on est déjà en train de travailler, on a déjà commencé à travailler avant la présentation du dossier au tribunal, mais aujourd'hui, nous sommes déjà en train de négocier les contrats 2025, pour le gaz et pour l'électricité, sachant qu'on consomme, nous, plus de gaz que d'électricité, mais pour ces deux énergies-là, et en fait, c'est l'idée du contrat, c'est de fixer un prix. C'est-à-dire qu'on va payer, je ne sais pas, par exemple, le mégawattheure de gaz, 40 euros. S'il y a une flambée derrière, nous, on paiera toujours 40 euros. Par contre, s'il diminue, malheureusement, on paiera quand même 40 euros. Oui. C'est le principe. Mais non, aujourd'hui, c'est de signer des contrats qui nous garantissent un prix de l'énergie. Est-ce que dans les raisons pour lesquelles Duralex a été en difficulté, il y a eu aussi un peu de, comment je peux dire ça, d'endormissement ou un manque d'innovation, de création, de créativité? Oui, je pense que oui, parce que là, avec tout ce qui se passe depuis le 1er août et encore plus depuis la rentrée avec l'opération qu'on a lancée à 11 enfants de la cantine, en collaboration avec le slip français, on a beaucoup de retours. On a beaucoup de messages de soutien, on a beaucoup de messages de gens. On a eu là pour ce week-end, pardon, il y avait pour les Journées du Patrimoine, en fait, il y avait une grande exposition Duralex aux Galeries Lafayette d'Orléans, et beaucoup de gens sont venus, ont discuté, ont échangé, et oui, ils ont dit, il y a eu comme un endormissement. Alors il y a eu des nouveautés, des nouvelles couleurs, quelques formes, quelque chose comme ça. Mais derrière, la communication n'était pas assez forte. Et en fait, les Français, notamment les Français, avaient peut-être l'impression que, oui, Duralex s'est endormi et Duralex, c'est resté le verre de cantine. Et en fait, c'est bien plus que ça. Ouais. Et donc, ça va passer par des innovations, des nouveaux produits, mais aussi des partenariats. Vous avez cité celui avec le slip français, Allons enfants de la cantine. Bien Il y en a aussi un avec la Poste, c'est ça? C'est ça. Pour la fin d'année, pour Noël, donc à partir du 15 novembre jusqu'à début d'année prochaine, voilà, un partenariat avec la Poste, où pareil, on va faire un coffret de 6 verres
on part sur des mugs colorés, et ça sera disponible dans chaque point de vente de la Poste. Et l'ambassadeur de cette collaboration sera Stéphane Bern. Et Stéphane Bern d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est du patrimoine d'une certaine façon. Duralex, c'est notre patrimoine. C'est du patrimoine, c'est un fleuron de l'industrie française depuis donc 1945, bientôt 80 ans. Oui. Oui, c'est du patrimoine, puisque ce qu'on disait, c'est que on a tous en tête, entre les années 70 et 90, c'était... T'as quel âge ? On regardait dans le fond du verre. Et ça fait partie des souvenirs de chacun. C'est vrai. Et ça, c'est du patrimoine. Ouais. Et ça, c'est du patrimoine. Ouais. Après, charge à nous aussi de communiquer sur Duralex n'est pas que le verre de cantine. On a 380 modèles. Ouais. On a des super verres à cocktail, à whisky. On a des mugs. On a tout un tas de choses. Et voilà. Il faut montrer finalement cette variété, cette diversité des produits Duralex. Merci beaucoup, Nicolas Rouffet. Bon vent à cette nouvelle aventure coopérative de Duralex et bon salon Pro Durable. Évidemment, on passe à notre débat quand la CSRD s'impose. On pourrait presque parler de révolution intellectuelle. Le débat de Smart Impact en partenariat avec le salon Pro Durable. On parle de la directive européenne sur le reporting extra-financier, la CSRD, avec Alexandre Rambaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes enseignant-chercheur chez AgroParisTech CIRED, et Sébastien Mandron. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur RSE de Worldline. Vous êtes également administrateur au Collège des directeurs du développement durable, le C3D. Cette directive européenne, on commence à en parler très régulièrement dans Smart Impact. Je vais rappeler le calendrier de sa mise en place depuis le 1er janvier pour les entreprises qui remplissent deux des critères suivants: plus de 500 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, plus de 25 millions de total de bilan. Et puis à partir du 1er janvier 2025, on passera à 250 salariés, toujours 50 millions de chiffre d'affaires, 25 millions de total de bilan. Et 1er janvier 2026, les PME cotées en bourse. Alexandre Rambaud, je commence avec vous. C'est à la fois une contrainte, mais pas que. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah oui, tout à fait. Alors, évidemment, contrainte parce qu'il y a une réglementation. Mais par contre, derrière ces CSRD, il y a une vraie ambition de repositionner en fait les modèles d'affaires et de donner un cadre. En fait, on commence à rentrer sur de la vraie comptabilité. Et la comptabilité, c'est là pour vraiment accompagner le pilotage des organisations, l'analyse des performances, et donc arriver à cadrer véritablement quel est le type de raisonnement pour le modèle d'affaires du futur. Ouais. Donc c'est vraiment en fait une initiative ambitieuse d'accompagnement de la transformation profonde des entreprises, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de normes de management pour ces CSRD. Oui, d'où l'importance d'anticiper, parce que là, ça peut devenir une galère si les entreprises n'anticipent pas. Un mot de Worldline, c'est un fournisseur de solutions de paiement émetteur de cartes de crédit. Est-ce qu'elle est déjà concernée par la CSRD ? À partir de quand vous allez vous y mettre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Worldline, c'est un acteur du paiement en fait en Europe, donc on gère une grande partie des transactions de paiement, donc carte bleue, quand vous mettez votre carte bleue dans un terminal de paiement ou distributeur. Donc nous, on est une ancienne société du CAC 40, on est au SBF 120, donc ça fait une dizaine d'années qu'on publie en fait des éléments, donc on a la chance d'être dans la vague 1. Voilà. D'accord. Vous dites que c'est presque une révolution intellectuelle, ou que la première barrière est intellectuelle. Pourquoi ? Alors, en fait, il y a une vraie complexité en fait à interpréter les textes et à les travailler. Voilà. Et en fait, c'est une vraie matière, c'est une vraie nouvelle matière en fait. Et la difficulté, c'est que il faut être dans une entreprise qui a déjà cette culture, qui a déjà cette compétence, pour être capable de tirer la substance et pouvoir se projeter. Donc la vraie première barrière à l'entrée, c'est vraiment une barrière de compétence. Voilà, et je dirais, si vous devez faire de la compta, il faut que vous soyez comptable, sinon ça ne marche pas. Et voilà. Et ça, c'est ça, je dirais, aujourd'hui, la première difficulté pour les entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la vague 1, ils sont dans le mouvement, ils ont mobilisé leur capacité intellectuelle. Le CAC 40, le SBF 120 avaient des équipes. Ceux qui vont arriver derrière vont être dans une logique de reprendre. Mais aujourd'hui, on est beaucoup en montant de compétences sur ces équipes. En interne ou avec des sociétés, sociétés extérieures aussi ? Ou, mais principalement en interne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont plongés les premiers en fait, dans ces sujets-là, c'est les grands corporates. Ils ont commencé en avril-mai de l'année dernière, avant la publication de la norme. Donc nous, on a commencé à travailler dès mai l'année dernière. Et on a en fait travaillé notre matrice avant que les textes soient validés. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est un projet à 18 mois.
D'accord ? Donc les gens qui disent « moi je suis dans la vague 2, j'ai le temps, je m'y mettrai l'année prochaine », nous on a expérimenté le fait que c'est un projet à 18 mois. Donc le conseil que vous leur donnez, c'est allez-y tout de suite. Quoi. Moi je pense qu'il faut y aller tout de suite. Voilà. Ouais. Et d'habitude, on se faisait jamais aider. Et là, en fait, compte tenu de la masse, on se fait aider sur de la prestation spécifique voilà, pour être aux normes. Alexandre Rambaud, il y a la question des données nécessaires pour répondre correctement à la CSRD. Et là, peut-être qu'effectivement, de temps en temps, il faut se faire aider. Est-ce qu'elles sont forcément accessibles, facilement accessibles dans les entreprises ? Est-ce qu'il faut aller les picorer à droite à gauche ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, tout à fait. Donc ça, évidemment, c'est le sujet. Et cette question, on est au début. On est au début même au début du commencement. Hein. On a effectivement la première vague, la deuxième vague va arriver. Et il y a beaucoup de choses encore à créer et à faire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de données qui sont déjà présentes, les entreprises qui peuvent les créer effectivement en commençant à être accompagnées. Et puis, il y a des données où il va falloir que l'Union européenne se positionne aussi. Par exemple, on a un exemple très rapide sur les questions de l'eau. La CSRD est connectée directement à la directive 4 sur l'eau, qui oblige en fait à tenir compte du bon état écologique des masses d'eau. Et ça, c'est difficile à faire seul. En fait, il va falloir aussi avoir des interactions avec les agences régionales de l'eau, par exemple. Et ça va être la même chose pour un certain nombre de sujets. C'était l'autorité des marchés financiers qui avait demandé d'ailleurs à l'Agence européenne de l'environnement s'il ne pouvait pas y avoir une tentative un peu de regrouper les sujets et d'aider en fait d'une façon ou d'une autre les entreprises. Et dans le cadre de la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, justement, on a en fait ces projets, en fait ces programmes pour lancer, si ce n'est des plateformes, en tout cas des débuts de réflexion sur comment on fait le lien entre la science, qui est très mobilisée par CSRD, et les données qui vont être nécessaires aux entreprises pour CSRD. Ces règles, elles introduisent cette idée de double matérialité. De quoi on parle précisément ? Oui, alors ça, c'est la grande révolution, hein, vraiment, et c'est la posture fondamentale de l'Union européenne. Donc la matérialité en comptabilité, c'est ce qui est important à prendre en compte. Ça vient du droit, hein, la matérialité de l'information. Et donc, double, pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté la matérialité dite simple, hein, qui est de dire l'information environnementale et sociale est importante uniquement si elle montre les impacts sur le financier. Donc les impacts de l'environnement sur le financier, positif ou négatif. Donc ça s'appelle risque-opportunité. Maintenant, on a la matérialité à impact, qui est de dire que l'information est importante parce qu'elle montre les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Et la double matérialité, c'est prendre les deux. Ce n'est pas l'intersection, c'est vraiment les deux côte à côte. Et donc, la révolution de la double matérialité, c'est de dire on va aussi communiquer sur les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Et ça change tout. Ouais. Ça change tout, Sébastien Mandon, parce que c'est aussi un outil de comparaison. C'est-à-dire que tout le monde va être soumis aux mêmes règles. Et donc, voilà, si vous voulez vous comparer à un concurrent européen, vous pourrez dire si vous êtes mieux disant ou pas, quoi. Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est que le texte, oui, je vous dis, c'est un projet de 18 mois. Oui. On a beaucoup évolué, nous, en termes de pensée. C'est-à-dire que si vous posiez la question au C3D, aux membres du C3D, en fait, en janvier-février, ils vous ont répondu, en gros, que 75% des gens répondent qu'ils vont changer d'outil pour les KPI. Donc, on a vu dès le début, en fait, le sujet des KPI. Et en fait, là, on a basculé depuis sur les problématiques du plan de transition. Parce qu'on voyait bien l'histoire des KPI, on les comparait, ça fait des années qu'on en a, ça fait 10 ans qu'on en a des KPI. Et en fait, là où la comparaison va plutôt avoir lieu, ce qu'on voit plus, c'est sur le plan de transition, sur lequel, là, en fait, on va vous demander, globalement, d'avoir une trajectoire qui contribue à la neutralité de carbone, mais surtout de mettre combien fait ce que vous dépensez dessus. Oui, quels moyens vous mettez combien d'euros vous mettez. Et là, ça crée en fait une grosse divergence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous disiez, je vais réduire les tonnes de CO2, 5%, 10%. C'était bien, mais c'était pas comparable. Quand vous êtes dans un secteur, si vous êtes dans le secteur de l'automobile, vous dites, moi, voilà, mon plan de transition, il pèse 100 millions d'euros. D'accord ? Votre voisin, il a mis 200. Quand l'investisseur, il va rapporter ça au chiffre d'affaires, il va dire, attends, il y a un écart. C'est quoi l'explication ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes fait plaisir, vous faites des voitures en bois, c'est aux caricatures ? Ou bien est-ce que vous avez optimisé votre marge et donc vous êtes une société à risque ? Et vous voyez que là, à partir du moment où on rentre dans l'euro, on ne parle plus uniquement avec les investisseurs ISR, on parle avec le gérant qui va dire, est-ce que cette entreprise, fondamentalement, elle gère ses risques extra-financiers, parce que depuis 18 mois encore, on sait c'est quoi un risque extra-financier.
Les incendies, on sait ce que ça veut dire. Ouais. La pluie abondante qui empêche la production de carcasses automobiles, on voit ce que ça veut dire. Donc, on voit bien, en fait, le gérant commence à identifier que l'entreprise peut avoir son business model qui est atteint ici par le réchauffement climatique, mais l'autre contrainte, ce sera l'atteinte des limites planétaires. On a vu que l'ami Poutine, quand il ferme le gaz, on a des soucis. Si l'ami chinois, il décide, lui, d'arrêter les terres rares, on aura aussi d'autres problèmes. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, au début, on nous a dit c'est un outil de reporting, on va faire de la transparence, mais là, quand on descend le sujet, on s'aperçoit qu'il va falloir qu'on publie ces éléments qui vont être comparables pour les gérants. Ouais. Et donc, c'est un levier de transformation de notre économie qui est potentiellement très efficace. Alexandre Rambaud, ça veut dire ça va dépendre aussi des investisseurs. Est-ce qu'ils l'ont déjà mis à leur agenda? Est-ce qu'ils anticipent sur, justement, par rapport à ce que vous nous décriviez, c'est-à-dire vers quelle entreprise je flèche mes investissements? Oui, alors... En fait, ce qui se passe, c'est que je veux vraiment dans le sens qui a été dit, c'est-à-dire que CSRD, c'est la question des plans de transition et des budgets associés. Oui. On est bien au-delà des questions de simple métrique. Et effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir flécher et tracer de l'argent, depuis les investisseurs jusqu'à véritablement ce qu'on fait avec l'argent. L'enjeu de CSRD, c'est de connecter avec le plan d'action européen pour la finance durable et le Green Deal derrière. Et donc, il y a une certaine cohérence au niveau européen sur la restructuration de la finance durable et la comptabilité durable. Donc, que tous les investisseurs soient en ordre de bataille à l'heure actuelle, bon, pas vraiment, on ne peut pas dire ça complètement. Mais par contre, avec les incitations, que ce soit ce qu'on appelle la taxonomie, avec SFDR, d'autres textes réglementaires, plus CSRD, on a un corpus cohérent qui va de toute façon inévitablement pousser en fait, le secteur financier à réfléchir autrement. Ça, c'est absolument inévitable. Et des acteurs commencent à s'y mettre. Et les premiers qui vont s'y mettre vont avoir un gain réel. Mais est-ce que ça va aussi permettre à certains investisseurs qui étaient hésitants face au poker menteur, face au greenwashing, etc., à y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ils auront des métriques, quoi. Ils auront des données comparables. Ils auront quelque chose, en fait, de vraiment fondamental, hein, qui est justement la traçabilité de l'argent par rapport à ce qui est fait avec l'argent, c'est-à-dire le rôle historique, d'ailleurs, de la comptabilité. Et ça, on le voit, je parlais de la chaire, hein, dans les échos qu'on peut avoir, justement, d'acteurs qui cherchent à se dire, voilà, si je mets 1 euro quelque part, cet euro doit être efficace. Pour l'instant, il y avait une tendance à mettre 1 euro sur les valorisations ESG en se disant, bon, ça fait un peu de ESG, on récupère du rendement et bon, on ne cherche pas trop à savoir. Là, on va pouvoir rentrer, et les pouvoirs publics vont le suivre aussi d'ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus profond qui est, on veut savoir ce qu'on fait avec l'argent. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon salon pro durable et bon courage pour intégrer la CSRD dans vos entreprises respectives. On passe à notre rubrique Start-up, le recyclage des emballages ménagers au programme. Smart Ideas en partenariat avec ProDurable et avec Patrick Bariol. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir, directeur général de l'ECO. C'est un éco-organisme. On peut peut-être commencer par faire un peu de pédagogie. On parle de quoi? C'est quoi un éco-organisme? Alors, un éco-organisme, c'est une société agréée par l'État, sans but lucratif, et qui a pour mission d'accompagner les entreprises depuis l'éco-conception de leurs produits jusqu'à leur fin de vie. Il y a différentes étapes, et donc le rôle de l'éco-organisme, c'est donc de travailler en étroite collaboration avec eux. Filière par filière? Filière par filière. Alors, il y a plus de 20 éco-organismes en France, et il y a des filières type le textile, les équipements électriques et électroniques, le bâtiment, et en ce qui concerne l'éco, nous, on s'occupe des emballages. Et donc, les emballages, ça touche tous les secteurs d'activité, puisque, évidemment, tous les produits sont emballés. Et donc, on est agréé sur la filière des emballages ménagers et des papiers graphiques. Oui. Est-ce que c'est une filière qui doit, de recyclage, hein, qui doit être modernisée? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi votre défi aujourd'hui? Le défi, c'est de mieux recycler. On atteint de l'ordre de 70% de taux de recyclage, tout matériau confondu, et c'est pas assez. Les directives européennes nous poussent à aller à 90, voire 100%. Et au quotidien, on sait tous que nos poubelles débordent d'emballages. Et donc, il faut mieux recycler. Et puis, il y a d'autres façons aussi. L'important, c'est aussi de réduire les emballages. Et ça fait partie de notre mission également de travailler à réduire les emballages. Mais donc, ça passe par quoi? Comment passer de 70 à 90 ou 95%? C'est de l'information, de la sensibilisation ou vraiment des process à retravailler? Alors, c'est un peu les deux. Les usines savent très bien
recycler, mais le vrai problème, c'est la collecte et c'est le tri. Donc notre mission, elle est également d'informer et de former le consommateur au geste de tri. Alors il se trouve que ça s'est simplifié récemment, ça a été très compliqué pendant des années en France, mais aujourd'hui c'est simple, tous les emballages vont dans le bac jaune et les emballages en verre vont dans le bac de verre. Donc c'est très simple, mais même si c'est très simple, je pense qu'en France on n'a pas éduqué tous les petits-enfants à l'école à faire ce geste simple. Mais ça veut dire que vous avez un travail, vous faites déjà, mais vous avez un travail à faire avec les collectivités notamment ? Alors également avec les collectivités. Les collectivités ont en France la gestion du bac jaune et donc les éco-organismes collectent auprès des producteurs, donc des metteurs en marché, toutes les marques qu'on consomme au quotidien, doivent payer ce qu'on appelle une éco-contribution aux éco-organismes. Les éco-organismes reversent ces sommes-là aux collectivités locales pour financer grosso modo 80% des coûts liés au bac jaune, donc le salaire du chauffeur, l'usine de recyclage, et 20% c'est collecté au travers de l'impôt. Ouais. On est dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire qui finance l'éco ? Les entreprises de la filière, c'est ça ? Alors, au final, c'est le consommateur, soit par l'impôt directement auprès des collectivités, soit quand il achète un produit, il y a, on va dire, 1 centime, pour faire simple, qui, pour chaque emballage mis sur le marché, qui vient chez l'éco-organisme et que le consommateur paye dans son prix. Hein. Et donc, cette responsabilité élargie du producteur, ça permet quoi, pour bien comprendre ? C'est-à-dire que filière par filière, on a cette logique de circularité qui est en train de s'imposer, alors plus ou moins en fonction des filières. C'est ça, alors on n'aime pas voir forcément cette expression, mais c'est la notion du pollueur-payeur. Celui qui met un produit sur le marché, que ce soit un produit ou son emballage, doit être responsable jusqu'à la fin de vie. Et il y a des étapes. Avant de vous, le but, c'est de passer d'une économie linéaire, hein, j'achète, je consomme, je jette, à une économie beaucoup plus circulaire, en créant des boucles. Alors soit en recyclant, il y a des matériaux qui se recyclent très bien, soit en réduisant et en particulier en s'adressant au réemploi. On connaissait ça il y a des années, et c'est une façon de réduire les quantités d'emballages mis sur le marché. Mais c'est une forme de révolution culturelle dans certains secteurs ? Oui, alors c'est une révolution culturelle et c'est un retour dans certains cas. La réglementation en 2020, la loi AGEC pour l'économie circulaire, a imposé à toutes les entreprises, d'ici 2027, à avoir 10% d'emballages réemployables. Ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut très bien, pour le secteur des boissons, on peut dire on peut réutiliser plutôt que de jeter sa bouteille de vin dans le bac de verre. On peut peut-être la ramener. Donc pour les boissons, c'est peut-être plus simple. Donc 10%, c'est peut-être pas suffisant pour les boissons. Par contre, l'emballage de votre ordinateur, de votre grille-pain, pour qu'il soit réemployable, c'est pas évident. Donc il y a sans doute la réglementation devrait évoluer peut-être avec des objectifs un peu différenciés par secteur d'activité. Mais en tout cas, c'est important que tous les producteurs s'engagent et réfléchissent au réemploi pour les emballages. Merci beaucoup Patrick Bariol. Bon vent à l'éco, bon salon ProDurable, parce que vous allez participer à plusieurs tables rondes. On se retrouve bientôt, c'est déjà votre deuxième passage dans cette émission, mais on espère vous retrouver pour refaire un bilan sur Be Smart for Change. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité, je vous dis à demain. Salut.